Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition. Il vous souviendra que le chef du gouvernement avait rencontré les 3 ministres en charge de l'enseignement. Lors de cette réunion, le Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji les a instruits de tout mettre en œuvre pour appliquer les recommandations issues du Forum de réflexion sur le système éducatif à partir de la rentrée scolaire 2013-2014. Ramadeye Hassan. Lors de la rencontre qu'il a initiée avec les ministres des 3 ordres d'enseignement, le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djimranga Datnadji n'a pris de gants pour tenser vertement ceux qui sont chargés de mettre en œuvre la politique éducative du gouvernement. Pour lui, c'est le refus délibéré d'appliquer les recommandations du Forum des réflexions sur le système éducatif qui a conduit au résultat désastreux que tout le monde décrit aujourd'hui. Si cela a été appliqué, on aurait dû résoudre la question de ces taux élevés d'échecs. Il faut préciser que selon les recommandations formulées par les participants au forum, il fallait réinstaurer le système des admissibilités et des oraux pour permettre aux candidats qui se sont débrouillés de se rattraper. Avec les remontrances du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Djimranga Datnadji, tout rentrera dans l'ordre à partir de la rentrée scolaire 2013-2014. Tous les ministres convoqués ont en cœur promis de traduire dans le fait toutes les préoccupations du gouvernement du renouveau et de l'ajustement global en restant sur la vision du président de la République Idriss Déby Itno. Le ministre de l'enseignement fondamental, Mme Albatoul Zakaria, a égrené quelques difficultés auxquels sont confrontés les responsables de ces 3 ordres d'enseignement, la politisation du système éducatif et la concentration des enseignants dans la capitale ainsi que la gestion de certains cadres qui ont eu à assumer de hautes responsabilités. Ceux-là refusent de revenir à leur premier amour. Ils préfèrent ronger leurs freins ailleurs que d'être utiles au ministère de l'Éducation nationale. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, vu la gravité du problème, chacun doit prendre ses responsabilités avant de soutenir que le politique doit laisser les citoyens former, voire instruire le jeune. Car, explique-t-il, c'est dans l'intérêt du politique d'avoir un système éducatif de qualité. De l'avis du Premier ministre, il faut décentraliser les systèmes, confier les écoles aux communes, les collèges aux sous-préfectures et les lycées aux chefs-lieux des départements et des régions. Le message du gouvernement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Les résultats de l'année scolaire 2013-2014 doivent être meilleurs dans les enseignements, dans les établissements d'enseignement public. Autant pour moi, c'est une recommandation du Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji. Nous l'écoutons. On ne forme pas ces gens-là pour aller exercer leurs droits citoyens dans un autre pays, c'est au Tchad. Alors il vaudrait mieux que le politique laisse les citoyens former. Et si vous ne les formez pas, ces gens-là, demain, ils ne passeront pas par la voie de la démocratie pour s'exprimer. On va laisser ces gens-là comme des animaux et après, ça va se retourner contre les politiques. Donc, il faut que les politiques comprennent que ce travail-là, cette insistance que nous avons, pour que les gens soient formés, c'est dans l'intérêt du politique. Donc, un bon politique ne peut pas pousser à un enseignement au rabais. Au contraire, nous n'allons pas amener de la formation dans le système en le gérant comme maintenant. Ce n'est pas possible. Il est trop grand, il y a trop de ressources. L'État doit donner l'exemple. Si je vois un classement des établissements, c'est les établissements publics qui doivent être en tête. Mais quand tu vois ici en tête, c'est Charles Ouangar, Sacré-Cœur, Pedro Pio, Ibn Sina, qui sont en tête. Et les lycées Boué, les lycées Anne Melmang, ils sont où? Mais pour moi, c'est une honte. L'État, il est où avec ces grands établissements? Il est où? C'est des situations très graves. Donc nous ne pouvons pas continuer, surtout que les ressources au niveau de l'État sont mises quand même suffisamment à la disposition du système. Et je n'ai pas fait venir les syndicats, mais ils comprendront que nous sommes en train de nous plaindre. Quand on nous demande des moyens pour les gens, mais il faut qu'on ait des résultats. On ne peut pas continuer à payer un système qui produit des résultats. Autant laisser les initiatives privées s'exprimer et produire les résultats que de garder les moyens, partager et puis finalement arriver à des trucs comme ça. Autre volet de l'actualité, le gouverneur de la région de Silla a effectué une mission à Tissi et dans le champ de réfugiés soudanais d'Abkadam. Le général des corps d'armée Moussa Haroun Tilgo est allé échanger avec les responsables des agences humanitaires exerçant dans la zone. Des précisions avec Noumadouba Talomadi.
Abgadam, localité située à plus de 40 km de la sous-préfecture de Tissi, a servi de cadre pour une rencontre d'échange, de concertation et de travail entre les agences humanitaires, les ONG et le gouverneur de la région de Sila, Moussa Haroun Tirgo. Une visite bien appréciée par le chef de bureau UNHCR, Philippe Crépy. Il a saisi cette opportunité pour remercier les autorités tchadiennes d'avoir accepté d'octroyer de l'espace ayant accueilli les réfugiés. Il invite les réfugiés au respect des coutumes du pays d'accueil. Au cours de cette rencontre, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo, dans une adresse, a attiré l'attention des réfugiés et responsables des agences humanitaires de se comporter en responsables. C'est un impératif pour nous d'œuvrer pour une véritable paix dans le camp. Haroun Tirgo souligne que le Tchad ne servira pas d'arrière-base pour la déstabilisation du Darfour. Joignant l'acte à la parole, les forces de sécurité et de défense ont appréhendé 11 présumés mercenaires de différentes nationalités. L'aspect humanitaire de la visite n'a pas été perdu de vue. Le gouverneur a remis des kits humanitaires à l'ONG Agro-Action au nom des réfugiés. Le don du gouverneur de la région de Sila, composé de farine, sucre, nattes et moustiquaires, permettant de soulager les personnes les plus vulnérables du camp. La ville de Koumbra dans la région du Mandoul a accueilli du 19 au 20 juillet un atelier de formation sur la bonne cohésion des acteurs ruraux pour le développement durable organisé par la Confédération des acteurs de la filière élevage au Tchad. Cet atelier vise à instaurer un cadre permanent de stabilité entre les agriculteurs et éleveurs. Ahmadiyya Abbas pour plus de précisions. Des jours durant, les participants à cette rencontre ont débattu des questions liées au développement du secteur de l'élevage au Tchad. Il s'agit notamment de la gestion de conflits agriculteurs-éleveurs, du recensement général de l'élevage, de l'hygiène dans les boucheries et autres thématiques sur la santé animale. Les organisateurs veulent à travers ces retrouvailles créer un cadre de rapprochement et de dialogue entre les acteurs de la filière élevage au Tchad. Développer de nouvelles capacités pouvant renforcer la cohésion entre vous, les producteurs et les différents acteurs de la filière élevage. Proposer des actions pouvant renforcer les capacités techniques déboucher à l'hygiène de la viande. Présenter des orientations en vue de juguler l'éternelle crise récurrente. Je note ici le conflit agriculteur-éleveur. Les échanges autour de cette épineuse question, conflit agriculteur-éleveur, témoignent de notre choix à dépasser les discours, mais plutôt à nous orienter vers un débat et partage d'idées et expériences qui débouchera vers des actions concrètes et efficaces. Le gouverneur de la région de Mandoul souligne que l'élevage occupe une place de choix dans l'économie nationale. Nous ne le répéterons jamais assez. L'élevage occupe en effet une place de choix dans notre pays. Malheureusement, comme vous l'avez si bien observé tout au long de vos débats, il est confronté à d'énormes difficultés et obstacles que vous avez tenté de contourner au cours de ce séminaire. L'une des difficultés majeures auxquelles est confrontée l'éclosion de l'élevage est l'épineux problème agriculteur-éleveur. Les résultats de vos réflexions montrent que vous voulez contribuer à faire reculer le phénomène par des actions concrètes et par votre contribution dans la maîtrise de cette situation. Plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement ont été formulées par les participants à l'issue des travaux. L'objectif recherché par les séminaristes venus des 23 régions du pays est de lutter contre les phénomènes de conflits agriculteurs-éleveurs, un mal qui empoisonne les bonnes relations entre ces deux mondes. Une mission de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad, conduite par son président national Bicher Adreb, s'est rendue dans la sous-préfecture de Deli, dans le Logone occidental. La mission est allée compatir avec les familles endeuillées suite à un conflit agriculteur-éleveur. 4 personnes, dont un élément de la garde nomade, ont laissé leur vie. Ahmadiyya Abbas. Accueilli à Dawolo, à 25 km de Moundou, par le gouverneur de la région du Logone occidental, Mokhtar Wawadab, et ses collaborateurs, les membres de la Confédération interprofessionnelle de la filière élevage au Tchad sont venus présenter leurs condoléances aux familles éplorées par ces événements de délit, mais aussi échanger avec les deux parties afin de créer un cadre de concertation pour aboutir à une cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs.
Pour le président de cette organisation, l'épineuse question du conflit agriculteur-éleveur constitue un réel obstacle à l'épanouissement du secteur de l'élevage au Tchad. Il exhorte la population de cette localité à plus de responsabilités. Vous êtes une seule famille, vous êtes condamnés à vivre ensemble. Mais il y a des règles. Il y a des règles qu'il faut respecter. Nous ne pouvons pas accepter que les éleveurs détruisent les champs. Ça, c'est votre moyen de vie. Tout comme les éleveurs, si quelqu'un vient, il ramasse leur bétail en une minute, eh bien, c'est fini, ils sont en l'air. Tout ce que nous demandons, c'est de créer un cadre de paix entre les deux communautés sœurs. Pour sa part, le gouverneur de la région du Logone occidental se félicite de cette initiative qui correspond à la vision du président de la République, Idriss Déby Itno. Le Tchad est un état de droit. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils ont les devoirs et ils ont les droits. Les bouviers ne peuvent pas échapper à la règle. S'ils créent des problèmes, s'ils créent des conflits, eh bien, ils vont être châtiés comme tout le monde. Les messages étant bien reçus, les agriculteurs et éleveurs de Deli décident de vivre ensemble dans la paix et la quiétude. Ils demandent par leur autorité de la région de rappeler à l'ordre le bouvier considéré par ce dernier comme la source des conflits. Les familles des victimes ont reçu une aide financière, un geste symbolique de la Confédération interprofessionnelle de la filière de l'élevage au Tchad. Dans le cadre du suivi des activités agricoles de la campagne agricole 2013-2014, le gouverneur de la région du Guéra a fait une descente sur le terrain. Madame Biasunda Lissi est allée constater l'effectivité de l'opération Labour à tracteur dans sa circonscription administrative. Marale Joséphine. Le programme national de sécurité alimentaire PNSA a considérablement investi dans le secteur agricole sur l'ensemble du pays. Ceci en termes de moyens matériels modernes. Rien que pour la campagne 2013-2014, la région du Guéra a bénéficié de plus de 30 tracteurs offerts par le PNSA. Pour s'assurer des travaux réalisés, le gouverneur de la région du Guéra, Biasunda Lissi, accompagné des techniciens, a fait une visite inopinée sur les sites de Labour. Les producteurs se félicitent de l'initiative du gouvernement à travers le PNSA, laquelle initiative qui vise non seulement à réduire la souffrance des producteurs, mais aussi à augmenter la productivité. Le chef d'antenne du programme national de sécurité alimentaire de Mongo s'est réjoui des réalisations de son institution dans la région et rassure que bien d'autres actions sont envisagées afin de garantir la sécurité alimentaire dans cette localité. Quant au gouverneur de la région du Guéra, Biasunda Lissi, les activités menées sont à la hauteur des attentes. Par ailleurs, Madame le gouverneur invite les tractoristes au respect de l'opération de Labour pour un meilleur résultat. La descente du directeur général de l'Office national de sécurité alimentaire, Zakaria Fadoul Kitir Junior, dans le Tchad profond il y a quelques jours a permis de se rendre compte du détournement des céréales subventionnées par le gouvernement à hauteur de 7 milliards de francs CFA, mis à la disposition des personnes nécessiteuses. Le directeur général de l'ONASA est très remonté face à ces détournements à grande échelle par des autorités et leurs complices. Le personnel de l'ONASA. Compte rendu Corée Lombard. Le gouvernement tchadien, par l'entremise de l'ONASA, a déboursé 7 milliards de francs CFA pour l'achat de 35 000 tonnes de céréales qui constituent le stock de la sécurité alimentaire au Tchad. Mais qui sont les principaux bénéficiaires? La question mérite d'être posée. La mission de l'ONASA, conduite par son directeur général à travers le Tchad profond, lui a permis de découvrir la gestion opaque des céréales subventionnées par son institution. Le mal est profond. Les hommes qui gravitent autour du pouvoir en font leur vache à lait. Des détournements de fonds de produits subventionnés, des ventes anarchiques, gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires, hommes en armes font ponction à ciel ouvert et en font leur chasse gardée. Devant ces autorités, les superviseurs, les chargés de vente sont quelquefois complices avec ces autorités. Au cours des rencontres à Sar, Doba et Mundou, M. Zakaria Fadoul Kitir
Junior a fait son toxin. Le ton devient grave. À la place des vulnérables, c'est des villas qui poussent comme des champions, des parcs automobiles bien garnis. La machine administrative, quelque peu grippée, devient lourde pour réprimer les complices et auteurs. Le DG de l'ONASA pique une colère de fauve. Il ne faut pas chercher de midi à 14h pour voir si vraiment les gens sont dans une situation de précarité. Mais pourtant, le stock n'est pas parvenu. C'est plus à Comé où il y a une petite quantité qui est partie. Et selon ce que le sous-préfet m'a dit, et d'ailleurs c'est pourquoi qu'il le dit pour exagérer un peu le mot, ce stock a créé plus de problèmes que... Si je dis ici à Bikou, ici à Comé, si les gens n'ont pas eu de céréales, je me demande celui qui est à Baïbokoum, est-ce que s'il en aura? Mais le comité me dira s'ils ont déjà envoyé, ils ont reçu. S'ils n'ont pas reçu, c'est que c'est le même problème qui prévaut en dehors de la sous-préfecture rurale et de la commune de Doba. En attendant d'huiler la machine pour la rendre plus efficace, certains agents et superviseurs sont mutés de leur poste de vente et zone. À qui profite la vente subventionnée des céréales de l'ONASA? La réponse avec les autorités administratives, militaires et traditionnelles qui font la pluie et le beau temps avec les céréales de l'Office national de sécurité alimentaire. En entendant des mesures drastiques, les principaux bénéficiaires n'ont Dieu que pour pleurer. Les travaux de réflexion sur la définition d'un plan standard de responsabilité sociétale des entreprises extractives en zone CEMAC ont pris fin ce week-end. Les participants venus des différents pays de la zone CEMAC ont pendant 2 jours échangé sur l'élaboration d'un code minier au niveau des pays membres de la CEMAC. Mohamed Moussa Abamicheb. Les experts du secteur pétrolier et minier de la zone CEMAC étaient en conclave. L'utilisation rationnelle des ressources issues du sol et du sous-sol, la protection de l'environnement ont constitué les principaux thèmes débattus. Cette rencontre d'importance leur a permis de réfléchir sur l'élaboration du code minier communautaire, code qui facilitera la lutte contre la concurrence fiscale, la création d'une académie extractive pour la formation institutionnelle et le renforcement des capacités des parties prenantes du secteur renfermant le pétrole et les mines. Ce code prévoit la dotation de l'organisation sous-régionale d'un système de suivi, évaluation et analyse du secteur en matière première, minière et gazière. La responsabilité sociale des entreprises pour les industries extractives, RSE, entend participer à la bonne gouvernance et au développement socio-économique des pays membres à travers les ressources pétrolières. Pour le représentant de la CEMAC au Tchad, Ahmad Seïd, l'approche de la RSE est de parvenir à impliquer les organisations de la société civile dans la gestion de ressources pétrolières. La rencontre de N'Djamena a été sanctionnée par une conférence de presse, une conférence au cours de laquelle les journalistes de la presse nationale se sont imprégnés des actions que mène la RSE. Cette instance sous-régionale a pour mission d'orienter les pouvoirs publics en matière de gestion des ressources pétrolières. Lancement officiel de la journée d'assainissement dans le 8e arrondissement de la capitale. Les autorités municipales du 10 arrondissement et celles des 10 communes de N'Djamena se sont mobilisées ce dimanche matin pour aider les habitants du quartier Ndjari, Chadar, Talata qui sont inondés. Katnouba Théophile. Le quartier Ndjari, Chadar, Talata, dans le 8e arrondissement, est dans l'eau. Cette situation est causée par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena le vendredi 19 juillet dernier. Face à cela, les maires des différentes communes de la capitale se sont mobilisés pour prêter main forte aux autorités municipales du 10 arrondissement afin de soulager la population. Maire de 11 communes, que nous sommes les responsables de N'Djamena d'une manière générale, et mes conseillers municipaux, et mes délégués du quartier, je leur dis merci et bravo. Je lance un appel à d'autres sociétés, à d'autres personnes qui sont de bonne volonté de venir vers les 11 communes, de vraiment nous aider. C'est le coordonnateur des maires des 10 arrondissements de la commune de N'Djamena. Cette marque de solidarité témoigne de la volonté de ses collègues à traduire dans le fait la vision des plus hautes autorités. Notre solidarité, c'est par rapport au prix. S'il y a un problème fondé, un problème très important, vers une commune, nous sommes obligés d'aller tous vers la commune là pour juguler ce problème. Youssouf Mamat Yaro de préciser que cette action de solidarité va se poursuivre dans les autres arrondissements de la capitale.
Avant de boucler ce journal, notre reportage maison de ce dimanche s'intéresse aux accidents de la voie publique dans la ville de N'Djamena. Le reportage est signé Rosalie Andigué. Toutes les bennes, je dis bien, qui circulent dans N'Djamena n'ont pas de frein et elles circulent plutôt à volonté. Que le gouvernement prend une mesure envers ces gens-là. Quelqu'un avec un grand véhicule et il roule environ envers 60 ou 80. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'on enregistre d'accidents de circulation dans la ville de N'Djamena. Véritable problème de santé publique, ces accidents sont causés pour la plupart par des bennes, communément appelées engins de la mort. Un tour dans la capitale permet de connaître les réalités auxquelles sont confrontés les usagers. Du rond-point Walia Barrière au rond-point Hamama, en passant par le pont double voie et le rond-point Gazelle, le constat est le même. Les engins de la mort ne perturbent pas seulement la circulation routière, mais aussi et surtout endeuillent au quotidien les familles. Le plus souvent, ces bennes-là n'ont pas de frein. Et c'est des anciens véhicules de pièces récupérées, tout ça qu'ils utilisent. Ils font de vitesse. Cela a beaucoup causé des accidents, surtout dans le 8e arrondissement. Et il y a des fois où vous allez voir quelqu'un dans la voiture en train de téléphoner, en train de manipuler, soit envoyer un message à un parent, à un ami, oubliant qu'il est dans la circulation. Et il monte sur les paisibles citoyens. Voyez-vous comment on peut accepter ou bien admettre des choses comme ça dans une grande ville comme la nôtre? Donc, moi je me dis que l'État doit prendre sa responsabilité pour pouvoir au moins donner des instructions fermes aux policiers qui sont dans la circulation. On les appelle comment? Les gens de la PCR. Brigade de la circulation routière. Ce sont ces policiers-là qui doivent prendre leurs responsabilités. Et on doit leur donner des instructions fermes afin qu'ils puissent au moins faire normalement leur travail. Et on pourra au moins éviter ces genres d'accidents dans notre pays. Force est de constater qu'en dépit de nombreux cas malheureux déjà enregistrés dans la ville de N'Djamena, les autorités municipales tardent à envisager des solutions pour débarrasser nos routes de ces engins de la mort qui tuent impunément. Vraiment, les chauffeurs de notre pays, vraiment, je ne connais pas quel conduire qu'ils sont en train de conduire. La personne va conduire, vont venir faire ici, toi-même tu prends, ce n'est pas ton droit, mais tu prends son droit. Donc quand tu voulais passer, il ne peut pas te laisser la route. Hein? Et encore, si tu les as dit un mot, il voulait te tuer ou bien il va descendre pour venir bagarrer avec toi. Ou est-ce que c'est ton droit? Donc, vraiment quand même, pour que le président prenne la mesure pour leur dire de prendre, n'importe qui même prendre son droit. En principe, la mairie également doit prendre ses responsabilités en interdisant ces gros porteurs de circuler en pleine nuit. En principe, c'est à partir de 21h, ça veut dire que ces gros porteurs-là doivent circuler. Alors, dans ces cas, vu ces constats, puis tous ces accidents de circulation causés par ces gros porteurs-là, j'interpelle la mairie, j'interpelle les autorités compétentes, les concernés, afin de mettre des paquets pour les efforts pour au moins réduire ce nombre d'accidents causés par les gros porteurs. Puisqu'on dit que la sécurité est la carte de tous, et là la population également est impliquée. Au moins, c'est le respect de ces codes de la rue-là par les citoyens, par nous les citoyens. La principale cause de ces accidents est d'une part due à l'excès de vitesse, aux organes défectueux de ces gros porteurs ou encore à l'anométrie du code de la route et d'autre part à la cohabitation des différents modes de transport. Piétons, engins à deux roues, voitures, camions et autres empruntent tous la même voie. Et tous ces désordres se passent au vu et au su des agents de force de l'ordre censés réglementer la circulation routière. Nous avons lors de ce tournage tendu notre micro aux agents de la brigade de la circulation routière par rapport à ces accidents. Mais ceux-ci ont tout simplement refusé de répondre à nos questions. Notre pays pourrait aussi réduire ces accidents de la route en construisant à côté des voies principales, des trottoirs pour piétons et des pistes pour les engins à deux roues. Mais en attendant que les autorités municipales ne trouvent une solution définitive en vue de débarrasser la population de ces engins de la mort, les riverains continueront à payer certainement le lourd tribut. Mesdames, Messieurs, ici s'achève votre édition. Bonsoir.